Bonjour à vous. Alors, comme sujet de recherche, je m'intéresse beaucoup à, à identifier les tableaux qui ont été utilisés pour les CD de musique classique et à analyser le rapport entre les œuvres musicales et l'œuvre qui a été choisie pour illustrer ces œuvres sur le CD. Alors, je propose aujourd'hui de procéder à des petites devinettes. Donc, vous voyez ici un tableau avec une sorte d'ange en noir qui tient une lumière verte. C'est très féerique, on pourrait croire qu'on est dans un film de magie noire. Ça a été utilisé pour une œuvre de Hartmann, vous voyez, compositeur qui est né en 1905, compositeur donc de musique contemporaine. C'est lui qui a composé par exemple les aventures de Simplicius Simplicissimus, qui est une œuvre en fait de Jan Jacob Grimmelshausen, une œuvre écrite pendant la guerre de 30 ans, qui est une sorte de roman picaresque, donc écrite au XVIIe siècle, première moitié du XVIIe, et donc Hartmann l'a mis en musique, mais ce n'est pas cette œuvre-ci dont il est question. Ici, il s'agit d'un concerto funèbre, il s'agit de différentes suites pour violon, et donc voilà, j'aimerais bien vous faire deviner le peintre, et aujourd'hui on va se pencher sur des doublés, donc c'est-à-dire sur un tableau qui a été utilisé pour au moins 2 CD. Alors, ils sont très nombreux, aujourd'hui je vous propose qu'on fasse 3 tableaux. Donc celui-ci pour commencer, donc vous voyez Hartmann, mais il n'y a pas que Hartmann, on va passer à la dia suivante, c'est Joseph Suk, ici 1874, donc il est un petit peu antérieur à Hartmann, antérieur on va dire de 25 ans. Alors cette symphonie-là a une histoire, je ne vais pas m'étendre ici là-dessus, je pourrais vous donner plus de précisions sur les œuvres, mais c'est pas le but ici, le but est de vous faire deviner. Alors si vous avez été observateur, la dia précédente, sur la 4e de couverture du CD, je ne sais pas si ça se dit pour un CD, c'est plutôt pour un livre, la 4e de couverture, on va dire sur la pochette recto, chez Hyperion, bien souvent au bas, vous avez le nom du peintre et du tableau qui est noté. Donc vous avez sans doute, si vous avez été observateur, su déjà l'identifier. Alors je fais encore deviner un petit peu. Alors est-ce que c'est bien choisi? Oui, parce que c'est une œuvre de 1905. Et ici les œuvres, je n'ai pas les dates précises, mais je vous les mettrai en bas d'écran, sont des œuvres en fait de transition qu'on pourrait qualifier de post-romantique, aussi bien Suk que Hartmann. Et il y a un rapport dans ces œuvres à la mort, la symphonie Azraël, je l'avais su cette histoire à l'époque, mais c'est une symphonie qui a comme thématique la mort, et je me demande si la mort de Dvorak ne se retrouve pas dans cette œuvre, je me renseignerai. Et donc il est question de la mort et le fossoyeur de Schwab, qui est un peintre allemand. Je vous mettrai ces dates à l'écran. On est en 1900, donc l'année vraiment de naissance de Hartmann. C'est bien choisi. Vous voyez ici, on pourrait presque se croire dans un Harry Potter. Si vous regardez la coupe de feu, vous avez la mort qui prend des vies. Ici, elle prend la vie du fossoyeur, qui creusait justement la tombe. Donc on est vraiment dans le funeste. Vous voyez, on est dans un cimetière. Il y a cette petite lumière verte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moyen de retrouver son chemin? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est l'âme de la personne dont elle prend la vie? Ça, on ne sait pas. Ce tableau est exposé au musée d'Orsay. Donc vous voyez, il a été utilisé pour 2 CD de musique classique et le rapport est pertinent. Alors Schwab n'a pas fait que ce tableau-là, il a fait ici l'âme du vin. Vous voyez la torsion du corps, les corps sont très travaillés, vous voyez cette chevelure qui s'élance dans les airs, il y a quelque chose d'érotique là-dedans, le vin qui coule sur la gorge de la personne. C'est un peu effrayant, c'est un peu érotique. On est vraiment dans l'art nouveau. Et Schwab a un pied dans 2 mondes. Je ne connais pas très bien son œuvre et cette époque-là de l'histoire de l'art, mais on peut dire qu'il a un pied dans le symbolisme et un pied dans l'art nouveau. Et d'ailleurs, cette toile a été utilisée ici non pas pour illustrer de la musique classique, mais pour illustrer une œuvre littéraire, la poésie, les fleurs du mal de Baudelaire, et c'est évidemment bien choisi. Vous avez beaucoup de peintres dont on s'est servi des illustrations pour utiliser la Divine Comédie de Dante, par exemple, ici les fleurs du mal de Baudelaire. Ici, dépression et idéal. Regardez les corps comme ils sont travaillés. Ici, ce ne sont pas les ailes de la mort, mais ce sont les ailes d'un ange. Je pense que c'est une scène érotique. Il y a comme un gros serpent qui s'enroule dans les corps de ces 2 personnages. Il y a de l'eau. Donc c'est tout un travail sur la libération du corps. C'est l'époque également de Stravinsky. Bientôt, le Sacre du Printemps, c'est 1913, de ces ballets russes, où il est question de montrer l'érotisme dans la vie, de montrer quelque chose de purement humain et de purement tabou qu'on n'osait pas montrer jusqu'auparavant. Et donc tout ce travail est bien fait, et ce tableau a été utilisé pour
illustrer un disque de Scriabine. Et Scriabine, c'est justement de la musique érotique. Il a écrit le poème de l'extase, une musique visionnaire. Vous voyez l'ange également comme deuxième CD. Alors le deuxième CD, ce n'est pas Schwab, mais ça pourrait. C'est un peu le même travail du corps. C'est un peintre italien qui est contemporain. J'essaye de vous le faire deviner, mais à mon avis, vous ne l'aurez pas parce que ce n'est pas facile. Donc je vais vous le donner tout de suite. Ce peintre italien qui est né en 55, Previati. Voilà, vous aurez plus de détails en bas de commentaires de mes vidéos. Aujourd'hui, c'est simplement un petit jeu. On pourrait croire qu'on est dans Lohengrin aussi. Il y a comme la tête ici, vous voyez, d'un cygne, les ailes. C'est presque un cygne, oui, vous voyez le soleil. Si vous regardez les opéras de Wagner, c'est l'art total. Vous pouvez voir dans Lohengrin, à la fin, une sorte d'apparition de ce chevalier cygne qui sort des eaux et cette lumière du soleil. C'est très visionnaire, ben voilà. Ce n'est pas utilisé pour du Wagner, mais pour du Scriabine. Alors, Scriabine a des points communs avec Wagner. Ils ont tous les deux fait une recherche très poussée sur l'harmonie, sur la fusion des arts, puisque Scriabine voulait associer des sons aux couleurs. C'était la synesthésie. Messiaen a fait ça aussi, mais Scriabine, et même des sons à des parfums, puisqu'il avait voulu instaurer une sorte d'orgue olfactif, duquel sortiraient des couleurs et des parfums. Donc ça, c'est l'imagination de ces grands artistes, de ces grands compositeurs qui veulent créer des mondes, et ces mondes, on peut très bien les créer par la peinture. Donc, une association réussie. Alors, je vais passer à mon deuxième doublé, ici. Alors, vous pouvez être observateur, cette fois, vous n'aurez pas le nom du peintre sur la 4e de couverture. Vous voyez que c'est Dvorak et Schumann. Alors, le peintre, donc on est en plein romantisme, 2 concertos. Concerto en la mineur de Schumann. D'habitude, il est couplé avec celui de Grieg, et ça tombe bien parce que, à la dia suivante, vous verrez, c'est Grieg. Schumann et Grieg, c'est 2 concertos analogues, puisqu'ils sont tous les deux en la mineur, c'est la même époque. Ils ont la même ouverture majestueuse, ce sont 2 tubes de la musique classique, 2 concertos très prisés des pianistes, très enregistrés, très joués dans les conservatoires. Celui de Dvorak, par contre, est beaucoup moins connu. Il est d'une qualité musicale, selon moi, moindre, moins intéressante, mais il mérite qu'on l'enregistre. Et Stephen Hough, qui est un pianiste anglais extrêmement brillant, l'enregistre ici. Très belle version. Il y a également une version de Sviatoslav Richter, pianiste russe, qui est décédé, tandis que Stephen Hough est toujours vivant. C'est pas une œuvre facile, le Dvorak, mais néanmoins, quand Dvorak le composait, il disait à ses correspondants qu'il avait beaucoup de mal à faire quelque chose de virtuose pour le piano. Il y a une œuvre pour piano de Dvorak qui est intéressante, mais ce n'est pas un Chopin, ce n'est pas un Liszt. Dvorak s'est surtout exprimé avant tout dans la musique symphonique, la musique slave, mais ce n'est pas un virtuose vraiment du piano. Bon pianiste, le Dumki Trio, si vous voulez jouer le Dumki Trio, il faut avoir des doigts, il faut avoir des qualités musicales, c'est indéniable, mais voilà. Ce concerto est intéressant, mais n'arrive pas, selon moi, à la qualité du Schumann, et n'arrive pas à la qualité du Grieg ou même du deuxième de Saint-Saëns. Alors le but ici n'est pas vraiment de se pencher sur la qualité musicale des œuvres, ni de donner des détails sur ces œuvres, mais c'est surtout de voir des parallèles avec la peinture. Et est-ce que ce tableau est bien choisi? Oui, parce que bien que ce ne soit pas un pur romantique comme Goya, comme Caspar David Friedrich, comme tant d'autres, on est après, c'est déjà un impressionniste. On pourrait rattacher, c'est un clair de lune, on pourrait rattacher ce tableau au clair de lune de Debussy, ou beaucoup plus tôt, vous savez qu'il y a à peu près 90 ans qui séparent le clair de lune de Beethoven de celui de Debussy. Beethoven c'est 1802 et Debussy c'est 1892, donc 90 ans. Ce tableau aurait pu être choisi pour ces 2 clairs de lune, mais ce n'est pas le cas. Alors oui, voilà, Édouard Munch. Alors Munch est un expressionniste. C'est quoi l'expressionnisme? Je l'ai déjà expliqué. C'est pousser les caractéristiques du romantisme à son extrême. C'est exacerber au maximum les sentiments. Et le tableau de Munch le plus connu, c'est le Cri. Vous voyez ce visage torturé sur un pont. On pourrait se croire dans Harry Potter avec ses détraqueurs, mais quand vous voyez le visage du Cri d'Édouard Munch, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais vous savez de quoi il s'agit. C'est une sorte de cri que poussent les personnes dont l'âme est aspirée par les détraqueurs dans Harry Potter. Ici, le clair de lune, c'est quelque chose de beaucoup plus pacifique que ce Cri d'Édouard Munch, beaucoup plus bucolique, de beaucoup plus naturel, et donc on pourrait même dire que c'est presque impressionniste, bien que ce soit expressionniste.
Quelles sont les différences entre l'impressionnisme et l'expressionnisme? Ça, c'est un traitement des touches de couleur et du pinceau, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne suis pas assez spécialiste. On est en 1895, donc c'est une œuvre postérieure aux œuvres, au concerto de Schumann, de Dvorak, de Grieg, de Saint-Saëns, assez bien postérieure, même postérieure au Clair de lune de Debussy de 3 ans. Donc on pourrait dire que ce n'est pas la meilleure œuvre choisie, mais ce n'est pas totalement anachronique et ce n'est pas totalement inadapté. Quelque chose d'inadapté aurait été un tableau beaucoup plus contemporain selon moi. Alors, je vais vous faire deviner mon dernier duo pour aujourd'hui. On revient, je vous donne déjà un élément de réponse, vous ne l'avez pas ici, sur la 4e de couverture. Liszt et le théâtre, donc Liszt, il n'y a pas ses dates, mais c'est 1811-1886, et c'est parfait parce qu'il est contemporain du peintre, un peintre romantique allemand qu'il aurait peut-être pu connaître. Schubert est davantage encore contemporain que lui, mais Liszt a bien connu la musique de Schubert, ils ne se sont jamais rencontrés. Liszt a rencontré Beethoven, mais pas Schubert. Donc c'est un temple, vous voyez ce temple. La musique du théâtre, mais ça tombe bien, puisque dans l'Antiquité grecque, on faisait du théâtre dans des amphithéâtres, mais également dans des temples. Et donc la musique de théâtre ici, c'est un album de l'intégrale de Leslie Howard. Ce tableau est bien choisi. Par contre, le tableau suivant, c'est moins bien choisi. Pourquoi? Parce qu'on fait un saut dans le temps. 1616-1667, ce sont les dates de Froberger. Alors Froberger a été élève de Frescobaldi. Frescobaldi, évidemment, c'est un compositeur qui marque la transition entre la Renaissance et le baroque. Avec Froberger, on entre vraiment dans le baroque, mais ce qu'on appelle le premier baroque. Donc c'est Schütz et Froberger, ce sont pour moi les deux personnages principaux du premier baroque, avant Bach. Et Bach, ça serait plutôt l'apogée du baroque. Et donc Bach est né en 1685. Vous voyez, il n'a pas pu connaître Froberger, puisque Froberger est mort en 1667. Donc il y a une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, qui séparent Froberger de Jean-Sébastien Bach, la mort de Froberger, de la naissance de Bach. Ce tableau n'est pas bien choisi, parce que c'est un tableau romantique et on ne voit pas ce qu'il fait ici. Ce sont des suites de danse, pour clavecin. En plus, c'est le manuscrit de Strasbourg, mais Strasbourg n'a rien à voir avec ce tableau, puisque c'est le temple Agrigente. Donc là, on est en Sicile, ce n'est pas la Grèce, mais globalement, la Sicile et la Grèce faisaient partie dans l'Antiquité de ce qu'on appelait la Grande Grèce. C'était un point important dans la carte de l'Europe au niveau de la naissance de la civilisation, de la pensée, de la philosophie. Donc cette Grande Grèce qui a servi, donc vous voyez ce temple, la ruine. La ruine est un élément primordial de la peinture romantique, parce que dans le romantisme, il y a de la souffrance, mais il y a également de l'intérêt pour des vieux monuments délabrés, et ces vieux monuments délabrés ont une âme. Et le romantisme, c'est peindre nos âmes, nos émotions. Pensez à la vallée d'Obermann, le spleen. Qui suis-je? Que veux-je? Que demander à la nature? Toute cause est invisible. Ce tableau pourrait être attaché à la vallée d'Obermann de Liszt, par exemple. Donc voilà, vous avez ici 3 doublés. Donc je récapitule. Friedrich, avant c'était Édouard Munch, et avant c'était Schwab. Je n'ai plus en tête ses prénoms, mais c'est pas grave, vous aurez tout ça dans le commentaire. Et je souhaiterais continuer mes petites vidéos en vous faisant deviner. Donc, je lie en fait l'histoire de l'art à l'histoire de la musique et on essaye d'évaluer ensemble la pertinence de ces choix d'association. Ce sont des musicologues, des historiens de l'art qui font ces associations. Bien souvent, elles sont réussies, mais parfois on peut critiquer et c'est le but de mes vidéos. Le but est que vous puissiez deviner, première étape, et la seconde étape, c'est apprendre des choses et réfléchir ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention.